Salut à tous, bienvenue sur Iggy TV. Vous êtes toujours dans la série consacrée à Nexus Paria. On est sur la 4e partie. Donc là, on va commencer directement avec du combat. Alors bien sûr, le petit rappel de base, forcément, si vous n'êtes pas au courant, c'est une série en plusieurs épisodes. Donc je vous invite à aller regarder la playlist que vous trouvez sur la chaîne Wargamer Iggy TV. Je vous invite aussi à vous y abonner tant qu'à faire. Et puis comme ça, vous serez tenu au courant. Mais tous les jeudis, vous avez une vidéo l'heure. Donc voilà. Alors là, on commence avec un passage de combat. Une fois n'est pas coutume, là, on ne va pas raconter une histoire, mais on va vivre un combat. Donc on a Dame Soro Vulcaire qui pilote son chevalier vigilant. Et on a Sar Chlor Vulcaire qui est son cousin, qui pilote aussi, lui, un chevalier paladin. Donc le principe, c'est qu'ils sont isolés, ils sont plus que tous les deux, ils sont limités en carburant, en pièces de réparation, en bien sûr munitions, et ça devient un petit peu compliqué pour eux. Ça fait plusieurs semaines qu'ils se battent sur la planète de Chériste, et forcément le suspens commence à les accabler. Le suspens, vous savez, c'est ce qui, je me sens obligé de le rappeler, mais normalement si vous avez vu toutes les séries, vous savez exactement de quoi je parle, mais c'est ce qui accable aussi bien les humains que la machine. Et là, je pense que cette histoire-là, elle est là pour vous présenter justement que ça, même parmi en fait, alors les serviteurs du Mechanicus d'une part, mais aussi sur l'esprit de la machine d'autre part, ça va avoir un impact. Alors, eh bien, ils sont en train de patrouiller dans une ville en ruine, et bien sûr, ils vont se trouver un petit peu dans une position qui ne scie pas à leur statut de chevalier. Pourquoi? Parce que normalement, ils devraient charger l'ennemi et ne pas se cacher, se terrer entre les ruines pour essayer d'éviter les quelques petites troupes nécrons qu'ils pourraient rencontrer. Mais, encore une fois, eh bien, ils n'ont quasiment plus de munitions, ils n'ont plus trop de pièces de rechange, donc il faut vraiment essayer d'économiser le plus possible, et la meilleure solution, eh bien, c'est de fuir un peu le combat et de rester caché le plus longtemps possible, de patrouiller, d'essayer de trouver des petits points pour défendre en fait les humains qui sont en train d'essayer justement de défendre cette zone, mais sans engager vraiment un grand combat. Donc c'est quelque chose auquel ils ont du mal, parce que toute la noblesse qu'on peut imaginer chez les pilotes de chevaliers va se ressentir, et c'est quelque chose qui est très notable, c'est-à-dire que elle est en train de patrouiller avec son cousin, Dame Soro, et tout d'un coup, elle voit que la rune du chevalier de son cousin change de couleur. Elle se dit, tiens, il a engagé le combat, et en fait, avec ses caméras arrière, elle se rend compte qu'en fait, il a engagé le combat contre une ruine. Il vient de découper avec sa tronçonneuse Reaper un morceau de ruine, et en fait, elle sent toute cette impatience, et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas caractéristique chez son cousin, parce que son cousin est quelqu'un de très mesuré, et là elle voit que depuis quelques jours, de plus en plus, il y a ces accès de rage, de colère, et bien sûr, il vient s'exprimer, il dit « mais j'en ai marre, j'aimerais qu'on charge, ce n'est pas digne, je préférerais vraiment qu'on charge l'ennemi, quitte à en mourir, mais au moins ce serait un destin glorieux, plutôt que de rester terré ici, sans honneur, à se cacher des quelques androïdes nécrons ». Malheureusement, ils ont une mission en fait, ils ne peuvent pas simplement mettre fin à leur devoir comme ça. Seule la mort met fin au devoir, mais il ne faut pas la choisir, il faut qu'elle vienne le plus tard possible pour aider bien sûr toutes les troupes de l'Imperium qui sont sur cette planète et qui essaient de résister non seulement encore une fois aux effets du suspens, mais en plus aux nécrons qui les assaillent. Donc, chose très importante, c'est que cette Dame Soro, elle se rend compte que son chevalier n'est plus aussi efficace que ce qu'il était au début du combat. Alors non seulement, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais aussi parce que ces instruments sont victimes du suspens. Et c'est là un élément qui est très déterminant et qui peut donner vraiment à réfléchir sur l'esprit de la machine. Il y a toujours cette notion que l'esprit de la machine, c'est quelque chose qui est inventé par le Mechanicus pour essayer de standardiser la procédure de réparation, tout simplement pour ceux qui ne savent pas, mais au lieu d'apprendre le fonctionnement exact d'une chose, simplement ceux qui sont les mécaniciens, on va dire ceux qui sont chargés de la réparation, on va leur apprendre une prière, et dans cette prière, des gestes saints, et ces gestes saints, ce sont justement la séquence de réparation, ce qui fait qu'elle va tout le temps être répétée exactement de la bonne façon, telle une religion, mais qu'on ne va pas s'en écarter. Au contraire, c'est un crime de s'en écarter, à tel point que, si la moindre chose se passe mal,
ça va être compliqué. Et sous-entendu, on va irriter l'esprit de la machine, parce que chaque machine est divine, donc il y a un esprit de la machine à l'intérieur. Et cet esprit de la machine, eh bien lui, il subit les effets du suspens. Donc on a toujours cette notion, par exemple, vous voyez, si vous êtes un taupe, vous vous dites, bah, tiens, ces humains, ils sont en train d'imaginer qu'il y a un esprit, alors qu'en fait, il n'y a même pas d'esprit, il n'y a même pas d'intelligence artificielle, alors que les taupes ont une intelligence artificielle. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a un esprit, mais là, ce n'est même pas le cas. Mais malgré tout, ça existe quand même. Et d'autant plus sur les chevaliers, parce que les chevaliers, ce qui se passe, c'est que dans leur trône de commandement résident les âmes, les esprits, ce qui s'appelle les Geists, donc les Geists, des anciens pilotes du chevalier. Ce qui veut dire que vos ancêtres qui vous ont légué ce chevalier, eh bien, vous parlent à travers le réseau synaptique qui se trouve dans le chevalier. Plus vous avez l'esprit de la machine. C'est encore quelque chose de différent de l'esprit de la machine. Donc au final, c'est une sorte de triptyque entre le pilote qui fusionne avec l'esprit de la machine, parce que les deux sont reliés, ne font qu'un. Bien sûr, en fait, le pilotage d'un chevalier, c'est une extension de soi-même, une extension de son corps. Et vous avez aussi le trône dans lequel vous avez vos ancêtres qui sont en train de vous parler. Donc, elle se dit, mon cousin, reste calme, rappelle-toi, nous avons cette mission, nous devons protéger l'humanité. Et en fait, elle sent aussi que les Geists qui sont dans son trône, eh bien, s'impatientent. Et en fait, au fur et à mesure, on va dire qu'il y a des discussions au sein des différents esprits. Certains esprits sont plus belliqueux, forcément, d'autres sont plus sur la réserve. Et elle sent que plus le temps passe, plus justement les esprits de son trône s'impatientent, et plus ils ont envie d'aller au combat, quitte à mourir, quitte à disparaître, mais mieux vaut un dernier baroud d'honneur plutôt que de mourir à petit feu, et puis peut-être se retrouver dans l'incapacité d'avancer parce que on n'a plus d'énergie, parce que la machinerie fait défaut, et puis simplement se faire disparaître comme ça dans l'oubli. Donc elle-même, elle se dit, mais moi aussi je sens que je perds patience, mais non, il faut que je croie au mécanicum, il faut que je croie à l'esprit de la machine, ils ne vont pas me laisser disparaître comme ça, donc il faut que je me renforce. Donc elle convainc un peu les Geists, plus son esprit de la machine, plus son cousin, elle maintient tout le monde un petit peu dans cette notion-là. Non, parce qu'en fait, je suis en train de penser, mais là, je me dis, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, est-ce que c'est trop dangereux maintenant d'en parler, mais je vais en parler quand même. Vous voyez, en fait, ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est l'image c'est la seule femme qu'il y a dans tout ce qu'on raconte ici. On ne sait pas, bon, dans les esprits de la machine, enfin, dans les esprits Geists, il y a peut-être aussi d'autres femmes, mais là, il y a encore une fois cette image de la femme. Je vous l'ai dit, qu'on voyait de plus en plus et de plus en plus souvent des femmes dans le monde de 40K. Vous le savez, il y a eu un méga drama, méga débat récemment, donc ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Et là, en fait, je trouve que cette façon-là, elle est beaucoup plus propre, en fait, d'insérer les choses. Je pense que tout le monde va être assez d'accord avec moi. Et on a cette image de la femme forte qui maintient un petit peu la cohésion de tout le monde et dit, allez, les gars, quand même, ressaisissez-vous, quoi. Donc, elle est dans cette rêverie-là, mais eh bien, elle est tirée de cette rêverie. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques rayons incandescents qui apparaissent et qui attaquent son rayon, attaquent son bouclier d'énergie, parce que vous savez que les chevaliers impériaux, en fait, ils ont un bouclier ionique, mais qui est directionnel. Au lieu que ce soit une sorte d'enveloppe qui entoure en fait le châssis, eh bien, il est projeté dans une direction, ce qui fait qu'il peut très bien arrêter et dévier les tirs dans une direction, mais si vous le prenez par derrière, eh bien là, du coup, il n'y a plus du tout la protection. Donc, elle essaie de réarranger en fait son bouclier, de se remettre en position, et elle voit à quel point c'est plus difficile de manœuvrer son chevalier plutôt que ce que c'était avant, dans des conditions complètement normales, mais elle sent que l'esprit justement de la machine se réveille et a envie justement de combat, c'est ce qu'il recherche. Donc là, on va avoir un combat, bien sûr, on nous décrit que elle se prend plusieurs tirs, des tirs sont renvoyés par son magnifique bouclier ionique, merveille de technologie, d'autres par contre eh bien, réussissent à le traverser, et que la douleur qu'elle va ressentir est en relation avec les dégâts qui sont imposés justement à son châssis, et que son châssis va souffrir, et qu'elle va avoir énormément de douleur. Voilà, pour vous remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et puis, ça décrit un petit peu simplement le combat. Donc, elle a un canon Gatling Avenger, vous savez, c'est une sorte de minigun. Donc, évidemment, quand on a beaucoup de munitions, c'est génial, mais quand on a très peu de munitions, c'est très difficile à utiliser. Donc, elle va essayer d'être très parcimonieuse et de ne pas gâcher ses tirs. Par contre,
elle se rend compte que son cousin, lui, eh bien, il se laisse aller en fait et il va tirer un petit peu de façon non discriminatoire et il va pas utiliser chaque munition à son plein potentiel, mais malgré tout, la destruction en fait qu'il va occasionner est quelque chose qui lui fait du bien en fait, lui fait du bien à son âme et elle voit ça, elle dit ça fait quand même malgré tout plaisir de voir toute cette destruction qui est engagée. Et puis arrivent eh bien 3 destroyers lourds Necron, bien sûr avec les armes adéquates. Donc on est décrit que les 3 viennent se placer et tourner autour d'elle. Le premier tir, il est arrêté par justement son bouclier ionique. Le deuxième, elle réussit à l'abattre de justesse, mais en fait elle se rend compte que le troisième est bien en train de la contourner. Et bien sûr, les plateformes antigraves des Necrons sont beaucoup plus efficaces et il est en train de pivoter et s'apprête à tirer justement dans l'angle qui n'est pas protégé par le bouclier ionique. Et elle voit en fait justement la mort arriver. Mais non, in extremis, vous avez quand même son cousin qui est là et qui abat sa tronçonneuse ripeuse pour découper en deux le destroyer lourd Necron. Et voilà, fin du combat. Heureusement, l'Omni-Messie les a sauvés. Et en fait, c'est là où son cousin lui dit non mais tu avais raison, il faut espoir garder et continuer. Et en fait on a justement cette petite transition où le fait d'avoir combattu, lui du coup ça l'a libéré en fait plus ou moins. Et elle avait failli justement succomber un peu à la résignation, hein. C'est un effet encore une fois du suspens. Et puis voilà, elle a été sauvée in extremis par son cousin. Donc au final tout va bien. Voilà, ça c'était une petite histoire, mais c'est sympa en fait de saupoudrer comme ça du récit narratif avec des choses avec plutôt historique, avec des choses qui se passent tactiquement, et puis à certains moments d'avoir une vision plus de l'intérieur avec les personnages, comment ils le vivent, ce qui se passe. Parce qu'il faut se rappeler que bien sûr, c'est du combat, hein, Warhammer 40 000, il y a toujours des combats, donc ça en fait partie aussi. Et là, ça nous a permis de replacer des choses, comme le fait que, qu'est-ce que c'est un chevalier, comment marchent les boucliers ioniques, comment on peut utiliser l'esprit de la machine, et puis les Geists qui sont dans le trône du Mechanicus. Voilà, donc tout ça, c'est assez sympathique. Mais maintenant, on va reprendre la description de ce qui va se passer. Alors, vous savez que la flotte Primus, elle a détaché une partie de ses troupes pour aller renforcer justement cette zone, hein, du Nexus Paria. Donc, on a à sa tête Belisarius Cawl, et Belisarius Cawl va emmener bien sûr un maximum de force du Mechanicus. Alors, pourquoi du Mechanicus? Parce que il sait que c'est plus facile pour lui de travailler avec les gens du Mechanicus parce qu'ils n'ont pas cette faiblesse humaine d'avoir de l'arrogance, de la haine peut-être, et des choses qui voilent en fait le jugement et qui peuvent conduire à des erreurs de jugement pour l'honneur, notion complètement aberrante quand on est dans un raisonnement uniquement logique, et c'est ce qui l'encourage justement à essayer de se libérer le plus possible des humains, de l'Astra Militarum, même des Space Marines, parce que même s'il reconnaît en fait la puissance des Space Marines, il sait aussi que les Space Marines, c'est difficile à chapeauter. En fait, ils vont souvent avoir tendance à en faire un petit peu à leur tête, et ils ont légitimement le droit de faire un petit peu comme ils veulent. Les sœurs de bataille, c'est pareil. Alors, il sait qu'elles ont un impact, hein, qui va être assez intéressant, mais là aussi, elles vont avoir une vision très portée sur la foi, là où la logique voudrait parfois qu'on fasse des choses qui ne répondent pas à la foi. Et ça, c'est quelque chose qui est bien compris par Belisarius Cawl. Donc après, ils savent aussi qu'il y a d'énormes difficultés de navigation, donc chaque prêtre qui a qui est à la tête d'une petite flottille, eh bien, va essayer de mettre en place des contre-mesures pour lutter contre les effets du suspens. Alors, on a plein de techniques assez différentes. Alors, certains vont sortir de leur crypte des archéo-artefacts technologiques interdits sous couvert de l'utilisation pieuse. Voilà, donc c'est aussi l'occasion pour eux de tester dans des conditions spécifiques qui ne rencontrent nulle part ailleurs dans la galaxie pour l'instant, des artefacts, et d'essayer de voir si du coup ça peut avoir un contrepoint aux effets du Nexus Paria. D'autres vont utiliser en fait des rangées de psycheurs et les utiliser en fait comme des sortes de batteries psychiques, c'est-à-dire accumuler une grande force psychique en se disant que même si elle diminue, le fait d'en avoir beaucoup plus, ça va compenser justement les pertes. Voilà. Après, il y en a d'autres aussi qui vont essayer d'utiliser vraiment avec parcimonie tous leurs moteurs, donc en essayant de les régler le plus précisément possible. Donc on a vraiment plusieurs approches différentes. Après, reste à savoir si ça va être efficace. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Belisarius Cawl, lui, de son côté, il est l'expert
galactique humain, si on peut dire que Belisarius Cawl est humain, de la noctilite. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que Belisarius Cawl, au sein du Mechanicus, il est révéré parce qu'il a une connaissance encyclopédique, enfin incroyablement plus grande qu'encyclopédique, mais aussi, il est jalousé. Et il est jalousé justement des prêtres du Mechanicus qui voudraient avoir ces connaissances. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va s'entourer forcément de membres du Mechanicus. Certains vont être des alliés qui vont essayer justement de profiter et de récupérer un peu des miettes d'informations. D'autres savent qu'ils ne vont pas forcément être alliés, mais en fait vont faire plus ou moins semblant de suivre Belisarius Cawl, d'être très diligent avec lui, de dire oui bien sûr cher Belisarius, mais essayer de grappiller comme ça, de gratter des informations. Donc les deux veulent des informations, mais certains vont avoir une utilisation qui est plus négative pour Belisarius Cawl. Et en fait, lui, bien sûr, il le sait tout ça, il n'est pas né de la dernière pluie, ça fait plus de 10 000 ans qu'il est dans l'Imperium, il a vu toutes les évolutions, et il sait que bien sûr, la noctilite, pour lui, c'est la chose majeure. C'est-à-dire que si on avait de la bourse à cette époque-là, la noctilite, c'était vraiment la valeur sur laquelle miser. Et donc, il va réaliser ce qu'on appelle le décret de noctilite. Le décret de noctilite, c'est un partage massif d'informations sur ce que lui connaît de la noctilite, mais juste ce qu'il faut, pas beaucoup plus, pour aiguiller un petit peu l'excitation chez les technoprêtres, pour qu'ils se disent on apprend des choses, on va continuer à aller avec lui, leur donner aussi des clés pour utiliser la noctilite, alors c'est-à-dire la récolter, parce que le but, ça va être de récupérer, bien sûr, énormément d'échantillons. Je parle même au-delà d'échantillons, c'est récupérer une masse assez grande de noctilite, étant donné que c'est l'endroit forcément où il y en a beaucoup, vu que les nécrons ont établi leur tête de pont avec leur matrice, qui utilise justement la noctilite à cet endroit-là. Donc c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de noctilite, donc de gisements de noctilite. Donc Belisarius Cawl va partager ces informations avec parcimonie, mais suffisamment pour créer aussi des groupes différents. On va avoir des groupes qui vont être là pour faire la défense, donc des groupes égides, je crois que comme ça qu'ils les appellent. Ces groupes-là, leur but, c'est d'aller rallier le plus vite possible les défenseurs, les protéger, établir des têtes de pont et renforcer les défenses. Après, on va avoir des forces d'acquisition. Comme leur nom l'indique, ces forces d'acquisition, le but, c'est de miner les ressources. À tel point, et ça c'est vraiment là où c'est très, très très intéressant, c'est à tel point que Belisarius Cawl sait que parmi les technoprêtres, et c'est pour ça qu'il préfère s'entourer uniquement de technoprêtres et sûrement pas de sœurs de bataille ou d'Adeptus Astartes ou des gardes impériaux, il sait que certains des technoprêtres vont privilégier cette mission au point de ne pas écouter les appels à l'ordre et de ne pas prêter main forte aux forces impériales pour privilégier justement l'acquisition de noctilite. Et c'est quelque chose qui lui convient parfaitement, parce qu'en fait, la noctilite, il sait que c'est la clé dans la guerre qui s'avance, et avec justement la croissance du Nexus Paria, l'une des seules choses qui peut lutter, c'est justement utiliser l'arme de l'ennemi contre lui ou la retourner à son avantage, et ça se fera avec de la noctilite. Donc, il préfère avoir des membres du Mechanicus qui vont ignorer les appels à l'aide, plutôt que des membres de l'Astartes qui vont justement dire peu importe les cailloux, nous on préfère aller sauver les âmes de l'empereur, c'est ça qui est le plus important et le plus honorable. L'honneur. Il n'est pas question pour Belisarius Cawl, lui justement, il va préférer miner. Alors, à quoi ça va servir de miner de la noctilite ? Eh bien, le projet de Belisarius Cawl, c'est de faire des abraseurs liminaires. Ces abraseurs liminaires, faut imaginer que ce sont, alors c'est un peu dur à décrire, étant donné que moi-même j'ai un peu du mal à le concevoir, mais une sorte de donuts, une donut spatiale, qui va, alors je vais vous le lire parce que c'est incompréhensible, mais je vais vous le lire quand même, on sait jamais, peut-être que certains parmi vous ont un bac plus 22 000 de connaissances scientifiques et vont comprendre à quoi ça sert. Ces mécanismes projetteraient et alimenteraient une architecture énergétique de plis quantiques dans les zones liminaires entre la réalité et le warp. Et d'après Cawl, ce champ d'énergie étant en enchevêtrement irriterait les deux plans d'existence qui ne pourraient supporter de façon permanente. L'Archimingos était convaincu qu'une fois qu'une charge d'énergie empyréenne passait dans les abraseurs, selon une modulation
modulation bien précise, ces dispositifs compresseraient et excitaient les champs d'énergie qui généreraient contre le voile fantôme érigé par les Nécrons. L'Archimagos expliqua qu'en se servant du champ énergétique comme d'une poudre abrasive, donc ça c'est pour les ignorants comme nous, parce que là on n'a rien compris, d'une poudre abrasive ferait office de meule. C'était comme si l'omnimicide lui-même érodait la barrière oppressante de l'anomalie Néphilim. Voilà. Donc évidemment, pas trop compris un peu à quoi ça correspondait, mais voilà, moi j'imaginais ça comme un donut, une meule, enfin voilà, moi je voyais ça comme voilà, un truc tracté en tout cas. En fait, c'est suffisamment grand pour pas rentrer dans les vaisseaux spatiaux, et donc c'est tracté par les arches du Mechanicus, par les galions du Mechanicus. J'aime bien toujours à chaque fois qui donne en fait des noms comme ça, parce que quand on pense galion, on pense bien sûr conquête espagnole ou portugaise, donc avec ces anciens bateaux, et le fait de les avoir dans des vaisseaux stellaires qui sont des vaisseaux justement très technologique, et voilà, donc l'idée, essayer de construire ces abraseurs liminaires, pas linéaires, hein, mais liminaires, qui embêteraient un petit peu et le warp et la substance matérielle, et du coup les obligerait peut-être à se séparer. Peut-être qu'on peut imaginer comme ça quelque chose voilà, qui vient créer une zone de non-droit, enfin voilà, peut-être tout simplement le contraire du savon, vous savez, le savon qui attire à la fois l'eau d'un côté et les substances grasses de l'autre. Voilà, là on peut imaginer une sorte d'anti-savon, voilà, qui les repousse et qui du coup les sépare, et comme il les sépare, il y a peut-être moins d'interaction, et de ce fait le Nexus Paria qui est dans l'univers matériel aurait moins de poids sur le warp, et donc du coup voilà, créerait une sorte de zone tampon. Voilà, donc bien sûr encore une fois, hein, ça c'est le plan de Belisarius Cawl, et il sait que dans les flottes d'acquisition, eh bien certains ne mèneront pas à bien ce plan, parce que toute cette noctilite, alors en fait certains croient, en fait, enfin certains savent, enfin en fait c'est complètement un fait que Belisarius Cawl est celui qui comprend le mieux la noctilite. Donc ce qu'il dit forcément trouve ses origines quelque part. Maintenant, est-ce qu'on va être d'accord avec son utilisation? Peut-être qu'on va penser que c'est du gâchis d'utiliser la noctilite comme ça, qu'on peut l'utiliser pour faire d'autres choses, hein, parce que je vous rappelle par exemple les Blackstone Fortress, ces forteresses incroyables étaient faites en noctilite, donc on peut imaginer qu'on peut créer des vaisseaux spatiaux ou ce genre de choses. En tout cas, eh bien Belisarius Cawl sait que sans doute les propres projets des membres du Mechanicus vont parfois aller en contradiction. Mais force est de constater qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont suivre, et que de toute façon, il sait que ça fonctionne comme ça dans l'Imperium, donc on ne peut pas vraiment faire autrement. Déjà, il a fait le tri entre les humains adeptes du Mechanicus et puis les humains plutôt adeptes de la foi impériale, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, après, advienne que pourra. Donc au fur et à mesure de l'avancée de la flotte, eh bien, ils arrivent justement à faire des jonctions avec des postes de défense, des postes retranchés, et puis ils arrivent dans l'anomalie du Nexus Paria. Donc, est-ce que tout ce qu'ils ont mis en place, les différentes stratégies ont été efficaces? Non, aucunement. On nous dit que quel que soit ce qui a été employé par les technoprêtres, rien ne semble avoir d'effet, et qu'il n'y a pas eu ni plus ni moins de réussite, quelles que soient les contre-mesures qui ont été mises en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dramatique en fait pour l'Imperium, parce qu'on a quand même un panel assez large de solutions qui a été proposé, et aucune de ces solutions n'est efficace contre le Nexus Paria, même ce que aurait pu mettre en place un Belisarius Cawl. Par contre, comme ils savaient que la navigation serait beaucoup plus compliquée, eh bien dès le début, ils ont décidé d'opérer pas comme une force très étendue, mais comme vraiment des petits groupes de combat très distincts. Donc ce qui fait que quand vous avez un grand bloc de, je sais pas, 1000 vaisseaux, et que ces 1000 vaisseaux se dispersent et que vous n'avez pas de contrôle, c'est compliqué. Quand vous répartissez ça en une centaine de petits blocs de 10 vaisseaux, si dans les 10 vaisseaux, il y en a 3-4 qui disparaissent, c'est pas très grave, ça réduit pas drastiquement l'opération, donc c'est quand même plus facile. Alors, ce qu'ils vont découvrir, eh bien, c'est toute vie qui a quasiment disparu, et quand ils vont découvrir en fait des corps, ils s'aperçoivent que ils ne sont pas forcément morts de combat, mais qu'ils sont morts. Là, on a un exemple où on a des humains qui étaient retranchés dans un bunker dans lequel il y avait de quoi manger, de quoi boire, et en fait, ils sont simplement morts d'inanition, alors pourtant qu'ils avaient des ressources à côté d'eux. Donc ça sous-entend encore une fois que c'est une mort qui n'est pas une mort physique en fait, mais que c'est plutôt une mort mentale. Ils ont perdu l'énergie de vivre,
et que de fait, ils se sont simplement laissés mourir alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour survivre encore quelques temps. Donc ils vont essayer de reconquérir en fait ces zones, de les renforcer. Donc l'avantage, c'est qu'avec eux, ils ont ces galions du Mechanicus justement qui sont là pour fournir beaucoup de ressources. Donc ils peuvent recréer des munitions dans des quantités pharaoniques, c'est le mot qui est employé, pharaonique, donc imagine ça fait vraiment beaucoup. Ils peuvent créer du carburant, du prométhéum pour les vaisseaux, réparer les moteurs ioniques, recréer des stations de défense, du réarmement. Donc ils vont renforcer en fait les zones de contact. Alors bien sûr, cela ne va pas se faire sans heurts avec justement les Nécrons qui sont là, et bien voilà, ils vont rencontrer des forces Nécrons. Bien sûr, plus ils s'avancent du cœur du Nexus Paria, plus ils vont rencontrer des forces de Nécrons avec des combats qui vont devenir de plus en plus compliqués. Et on va noter là aussi une dégradation des performances du Mechanicus, même les serviteurs du Mechanicus qui, plus ça s'avance, plus vont avoir du mal à coordonner leurs efforts, même s'il y a des impératifs doctrinaires dans simplement leur conscience en fait. Vous savez, dans le Mechanicus, vous êtes aussi une sorte d'automate programmé, donc votre libre arbitre ne devrait pas intervenir. Et la motivation ne devrait pas intervenir. Mais malgré tout, il y a quand même des défaillances. Donc c'est dire à quel point le Nexus Paria va interagir sur vraiment plusieurs plans. Et puis je reviens encore une fois sur cette notion de l'esprit de la machine qui est affecté. C'est que même si l'esprit de la machine est affecté, c'est que peut-être qu'en effet il existe un esprit de la machine et que peut-être que quoi qu'il arrive, lui-même est soumis à cette chose-là. Ça c'est quelque chose qui vraiment, alors je vous en parle pas dans les détails, j'en parle beaucoup parce que ça m'intéresse, mais j'ai pas vraiment de compréhension exacte de comment c'est géré, parce qu'en fait, j'avoue encore une fois que je me suis toujours dit que l'esprit de la machine, c'était une sorte de... Enfin, je comparais ça un peu à notre fonctionnement à nous, en fait, et avec l'âme, peut-être un petit peu, qu'on peut se donner. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce sont des connexions, etc. Alors, ça, on part dans des croyances. Le but, c'est pas d'expliquer ça, mais c'est plutôt de se dire que, en effet, on peut créer une sorte de vie d'intelligence artificielle avec des connexions. Si on a autant de connexions que ce qu'on a, nous, dans le cerveau avec les neurones, qui sont des sortes de transistors, si on a suffisamment de transistors, on va avoir peut-être une conscience ou une âme, une âme Ghost in the Shell un peu qui se crée. Moi j'étais bercé dans ces histoires-là, donc j'avoue que c'est assez séduisant. Et puis l'esprit de la machine, à la fois je pense à l'esprit de la machine, je repense à il y avait une petite histoire qui parlait à l'époque de l'esprit de la machine du Land Raider, et on avait un Land Raider qui avait perdu l'ensemble de son équipage et qui avait continué à traquer les ennemis, à faire des victoires alors qu'il n'y avait plus d'humains à l'intérieur, mais c'est simplement l'esprit de la machine du Land Raider qui voulait se venger de ses ennemis qui avaient tué ses membres d'équipage. Voilà, donc je reste toujours dans cette notion-là. On nous dit toujours, il n'y a pas d'IA, donc ce n'est pas une IA, mais l'esprit de la machine, qu'est-ce que c'est exactement? On ne le sait pas. Alors, on va parler un petit peu des Nécrons, parce que c'est vrai que là, depuis le début de la vidéo, on fait la part belle à l'Imperium. Il faut aussi faire la part belle aux Nécrons, et surtout à Imhotech. Imhotech, le seigneur des tempêtes, qui était présenté en V8, je crois encore. Oui, c'est ça. 9, ouais, c'est ça. Qui était présenté encore comme le leader des Nécrons et le seigneur plus ou moins en devenir de l'entité Nécron dans son ensemble. C'est quelque chose qui était assez remarquable. Pourquoi? Parce que Imhotech n'était pas un noble quand il a été transformé en Nécron, mais par la force de ses capacités tactiques, de ses capacités stratégiques, de sa force militaire, il s'est fait un empire, est devenu Phaéron, et voilà, il a essayé de grandir comme ça en pouvoir pour son but ultime, régner sur l'ensemble de la galaxie. Lui, il est convaincu que la forme d'androïde qu'ils ont, c'est une forme qui est parfaite justement pour remplir ce rôle, à savoir capturer l'ensemble de la galaxie et régner sur l'ensemble de la galaxie. Ce qui n'est pas le cas de Zarek le roi silencieux. Lui, il pense que c'est simplement une étape intermédiaire et que alors, c'est même encore au-delà. En fait, on a Zerak, Zerak qui lui est celui de l'artisan du biotransfert. Je vous mettrai une petite image pour que vous voyez quelle figurine il s'agit. Lui, en fait, il pense vraiment que c'est une étape intermédiaire pour aller vers un autre plan d'existence, pour aller vers l'ascension de Nécron. Alors que Zarek, le roi silencieux, lui, il se sent fautif
d'avoir volé plutôt le côté biologique, le corps des nécrontyres, et il veut leur redonner, voilà. Mais leur redonner avec une belle forme, donc il veut trouver une forme de vie qui soit capable d'accueillir en fait la noblesse des nécrons. Donc c'est pour ça que je vous parlais dans la vidéo précédente du trip avec les tyrannides, parce que je considérais que les tyrannides sont une forme de vie acceptable, suffisamment puissante. Alors qu'est-ce qu'on entend par acceptable? On va imaginer surtout un corps extrêmement robuste avec d'extrêmement bonnes capacités. Peut-être on peut aussi aller trafiquer un peu et imaginer qu'ils voudraient des capacités psychiques, parce que les nécrons actuellement n'ont pas de capacité psychique. Alors tout ce qui est cryptech, etc. ont des capacités qui s'apparentent à des pouvoirs psychiques, mais c'est simplement des pouvoirs scientifiques basés sur des règles de la physique et acquérir peut-être des pouvoirs psychiques. Alors je ne crois pas avoir lu de choses qui étaient là-dessus, mais ça pourrait être aussi, je pense, un critère. Hein. Honnêtement, si vous vous mettez à la place de Zarek, ou de Zerak, là, à force d'avoir dit les deux, j'ai oublié, mais du roi silencieux, vous vous dites, tant qu'à faire, autant gagner le meilleur. Donc autant avoir des capacités régénératives, autant résister aux radiations, autant avoir des pouvoirs psychiques. Une longévité extrême, évidemment. Donc voilà. En tout cas, on revient sur Imhotep. Imhotep, un personnage moi, que je appréciais bien. Et du coup, je m'étais dit, à la sortie justement du Codex Necron, quand il y avait le retour de Zarek, le roi silencieux, je me suis dit, comment Imhotep va accepter le retour du roi? Et en fait, dans le retour du roi, eh bien, il ne l'accepte pas. Et il ne l'accepte pas à un point qu'il va rentrer en conflit ouvert avec les forces de Zarek. Parce que il se dit que le plan du roi silencieux, c'est justement d'utiliser le Nexus Paria pour détruire l'ensemble des motivations des formes biologiques et puis récupérer comme ça les corps, et que ce n'est pas vraiment ce que veut Imhotep. Imhotep, il préférerait annihiler toutes ces formes de vie ou les mettre sous son joug, tout simplement. Et forcément, si le roi silencieux, son but c'est d'accéder au pouvoir de par la Nexus Paria, Imhotep forcément, il va lutter contre et il va dégommer le Nexus Paria. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une guerre civile assez importante au sein du Nexus Paria. Et c'est quelque chose qui va, bien entendu, servir l'Imperium. Parce que l'Imperium, sans qu'il... Alors au début, l'Imperium ne l'a pas analysé, hein. C'est-à-dire que simplement ce qui se passe, c'est que il se rend compte qu'à certains endroits, alors que les forces Nécrons devraient les achever, eh bien, les forces Nécrons sortirent pour aller combattre sur d'autres fronts. Et là, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Et au final, à force d'analyse, ils finissent par noter que les Nécrons combattent d'autres Nécrons. Et que, avec leurs identificatifs, enfin, vous savez, ils ont je cherche le nom je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas un totem, c'est pas un sarcophage, mais c'est un, je sais plus... leur cartouche, c'est ça, c'est un cartouche. Avec leur cartouche, mission égyptienne, eh bien, on peut les identifier, parce qu'ils n'ont pas le même symbole, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas à la même dynastie, et ils combattent ensemble. Donc c'est quelque chose qui va bien sûr être mis à profit par le Mechanicus. Donc Belisarius Cawl analyse ça et se dit, très bien, on va laisser les Nécrons se battre ensemble, s'auto-annihiler, et à un moment donné, quand ils seront très faibles, eh bien là on va arriver, on va les éradiquer, et puis comme ça la victoire sera à nous. Donc cette aide des Nécrons contre les Nécrons, eh bien permet à certaines flottes de remplir leur quota. Et on a plusieurs flottes d'acquisition qui remplissent magistralement leur quota et qui réussissent à créer les abraseurs liminaires. Malheureusement, eh bien, ça ne rencontre que peu d'effets. Les abraseurs liminaires sont mis en marche, mais eh bien, ça n'a pas d'impact, les effets du suspens ne disparaissent pas, et c'est un petit peu la déconvenue quand même pour Belisarius Cawl, parce que on a le sentiment quand même qu'il y croyait, et que même si c'est très difficile d'en faire, les fois où ça arrive, eh bien, ça ne marche pas. Pire encore, ce qui se passe aussi, c'est que les flottes qui sont sur le plus avancé en fait sur la construction des abraseurs liminaires sont celles qui sont le plus souvent aussi attaquées par les Nécrons. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le retour d'un petit personnage qu'on avait mis de côté, c'est l'inquisitrice Draxus. En fait, elle arrive sur la barge Mechanicus de Belisarius Cawl qui s'appelle le Zarquisitor, et en fait, elle va simplement dire « j'ai faim de me retirer, de disparaître », on n'entendait plus parler d'elle, parce que en fait, elle a découvert le moyen de détruire les pylônes de l'intérieur. Je vous rappelle que les pylônes, et ça doit être frais encore dans votre tête parce que j'en ai parlé sur la chute de Cadia, hormis Belisarius Cawl,
qui avait quelques moyens de justement interagir avec, parce que justement, on avait Trazyn qui lui avait donné des clés de compréhension. Et bien, à chaque fois qu'on cherchait à étudier les pylônes, on se retrouvait devant un obstacle insurmontable. Personne n'était capable d'analyser la structure interne d'un pylône, de les détruire, de avoir un quelconque impact dessus, hormis justement Belisarius Cawl, parce qu'il a été aidé par Trazyn. Et en fait, eh bien, on a aussi l'inquisitrice Draxus qui, elle, dit « j'ai le moyen de les détruire de l'intérieur ». Alors, des détruire de l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'élément qu'on a. Et elle dit, voilà, je me suis fait un petit peu discrète. Alors, elle a été pourchachée par justement l'illumineur de Xerath. Donc ça, je pense qu'on peut retrouver peut-être ce petit passage quelque part dans le lore. Bon, je ne l'ai pas sous la main, donc peut-être que quelque part, quelqu'un l'a. Auquel cas, ben, s'il a la gentillesse de nous le décrire. Des fois, il y a des gens comme ça, et je les remercie, là, j'en profite dans ce passage de la vidéo pour vous dire merci. Tous ceux qui rajoutent vraiment des blocs de texte et qui passent au moins 5-10 minutes à écrire un beau commentaire bien mis en page avec des explications de lore, merci beaucoup à vous parce que vous nous aidez tous et c'est toujours sympa de venir comme ça compléter, ça augmente notre connaissance mutuelle du lore, donc vraiment merci à vous de partager ces informations. Et donc bah, voilà, peut-être que quelqu'un sait ce qui s'est passé entre Draxus et puis Xerath, mais en tout cas elle s'est fait un petit peu discrète, elle dit il y a des trackers qui me traquent. Elles sont traquées, du coup. Et peut-être le track même, qui sait. Patatrack, voilà. Moi, je m'arrête là. Et voilà. Et donc, on va s'arrêter là, parce que la vidéo, on arrive au moment changement un petit peu de choses. Mais elle dit, en tout cas, c'est un élément qui va permettre de renverser le cours de la guerre. Grâce à mes connaissances, grâce à ce que j'ai glané comme information, on va pouvoir renverser le cours de la guerre. On va détruire le Nexus Paria. Simplement, bah, faites-moi confiance. Sans doute, prêtez-moi main forte. Et puis advienne, encore une fois, que les amis qui écrivent le lore voudront. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo-là. La suite s'appelle Silence et Tempête. Le roi silencieux a répondu à Nana. Voilà. J'ai pas encore lu la suite et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, j'ai lu plusieurs fois, mais pas... Enfin, j'essaye toujours de ne pas lire la suite pour ne pas me gâcher à moi-même la surprise. C'est une bonne chose. Et puis, pour pouvoir vous en parler le plus fraîchement possible sans me dire je sais ce qui va se passer. Mais voilà. Alors après, j'avoue que je me suis un petit peu spoilé parce que bah, j'ai quand même tourné les pages pour voir un petit peu les images. Et puis, il y a des images où tu fais « Ah d'accord, ok, bah, ça a l'air bien. » Et je suis pressé d'arriver à cette partie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera. Mais en tout cas, je pense que ça va être très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu, que vous aimez bien cette série sur Nexus Paria. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un like. Ça vous coûte rien. Si, il y a une seconde, mais allez, mettez-le pendant que je suis en train de parler. Vous cliquez, c'est fait. Ça aide la vidéo à remonter sur YouTube. Ça, c'est super cool. Mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un petit palmier. Ça, on a l'habitude sur IGTV. Et puis, si vraiment vous adorez mon travail, merci à vous. Eh bien, un petit coup sur Tipeee, c'est toujours ce qui permet de soutenir la chaîne. Surtout qu'en ce moment, ce mois-ci, il y aura des choses à gagner. Enfin, faut le faire cette semaine. Hein. Donc là, faut être assez rapide parce que je vais vous faire gagner plus de 3000 € de lot pour les gens qui me suivent sur Tipeee. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, merci à vous tous. Je vous laisse. À bientôt. Salut, bye.